Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Midi Libre. Nous sommes en direct sur midilibre.fr à l'occasion du lancement officiel du Lab Eco de Midi Libre. Rencontre exceptionnelle ce matin en présence de Pierre Moscovici qui est en duplex depuis Paris et qui va nous rejoindre dans quelques instants. Nous aurons de nombreuses questions à poser au premier président de la Cour des comptes, vous allez le voir, à la fois ici avec notre journaliste Karim Maouj et puis l'ensemble des intervenants de l'économie régionale qui l'interrogeront sur la crise sanitaire, économique et sur l'avenir de la France. En attendant, j'accueille sur scène Claire Charbonnel, directrice générale du groupe Midi Libre, qui va donner le coup d'envoi de ce Lab Eco. Claire Charbonnel. Merci Olivier. Bonjour à tous, bienvenue pour ce Lab Eco. Je voudrais d'abord évidemment remercier chacun d'entre vous d'être ici avec nous au siège de Midi Libre. Remercier aussi ceux qui sont depuis leur bureau ou leur domicile en télétravail grâce au live sur midilibre.fr. Je trouve que ça illustre parfaitement nos nouveaux rapports au travail que cette modalité de lancement. Je remercie particulièrement le président Moscovici de nous accompagner pour ce lancement. Nous sommes très honorés de pouvoir profiter, bénéficier de votre regard pour nourrir un débat de qualité. Nourrir le débat au carrefour entre interrogations citoyennes et enjeux des entreprises, c'est la mission de Midi Libre et la mission quotidienne, notamment en ce qui concerne l'économie. Donc il était évident, je crois, qu'il nous fallait lancer ce Lab Eco après les approches spécifiques de filières que nous avons eues sur les différents labs que vous connaissez, agriculture, tourisme, littoral, santé et immobilier. C'est une double évidence pour moi que de le lancer dans un contexte qui est évidemment ce contexte très particulier. La première évidence, c'est que le projet des labs est plus que jamais nécessaire en cette période. Et le projet des labs, c'est quoi? C'est partager, c'est soutenir l'invention de nouvelles pratiques de production ou de consommation. C'est accompagner toutes les pratiques innovantes sur les territoires. C'est trouver des réponses localement, des réponses décentralisées à la crise. Voilà. Nous sommes convaincus que ça, c'est le rôle de la presse quotidienne régionale. En tout cas, c'est celui que nous assignons à Midi Libre. La deuxième évidence, c'est qu'en ce moment, il faut, à mon sens, plus que jamais, traiter d'économie au sens large, c'est-à-dire sans tabou, sans cloisonnement. Et Midi Libre veut amplifier, avec ce lab, la démarche de valorisation que nous conduisons tout au long de l'année, dans nos colonnes et sur nos sites. Cette démarche de valorisation, elle porte sur tous les acteurs, entrepreneurs, salariés, institutionnels, associations, réseaux, syndicats. Cette démarche, elle passe aussi par des nombreux dispositifs que vous connaissez bien sûr, tout le contenu économique que nous portons dans nos locales, mais aussi des pages dédiées, spécifiques. Karim Maouj est là pour nous en parler chaque semaine. Un magazine, décideur, un site, et puis des formats événementiels, des débats ou des formats comme les trophées économiques Septior et Oxinov qui auront lieu cette année à Montpellier. Le Lab Eco, il va compléter ce dispositif. Il se veut fédérateur d'enjeux conjoncturels pour aborder des sujets, alors je ne vais pas les citer tous, mais des sujets évidemment que vous portez chacun chaque jour, des sujets comme la formation, l'apprentissage, le rapport au travail, l'intégration des critères RSE, la gestion de l'intergénérationnel ou encore la transmission d'entreprise. Voilà. Et pour la réussite de vastes sujets, pour la réussite de ce lab, nous activons toutes les forces du groupe. Évidemment, l'expertise de la rédaction du Midi Libre, le média leader sur le territoire, rappelons-le, avec 900 000 lecteurs chaque semaine. Le savoir-faire de Midi Events, comme organisateur d'événements B2B et B2C. Et puis, troisièmement, l'expertise de l'agence par Midi Libre dans son rôle de conseil en communication locale. Au-delà des forces internes, je voudrais surtout insister sur le fait que ce lab sera un succès grâce à vous, grâce à votre énergie et à vos savoir-faire. Voilà. Soyez-en remerciés. Si vous rejoignez ce dispositif, nous le construirons ensemble. Voilà, je vous souhaite à tous, présents ou à distance, une très belle rencontre. Merci beaucoup, Claire Charbonnel. Merci beaucoup. Alors, on va retrouver Pierre Moscovici, qui est en duplex depuis Paris. Pierre Moscovici, vous nous entendez? Je crois qu'on va
vous voir apparaître sur l'écran. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour à vous. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Je vais accueillir Karim Maouj, responsable du pôle économique de Midi Libre, qui va co-animer avec moi cette rencontre. Bonjour Karim. Alors Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, ancien ministre de l'économie et des finances, ancien commissaire européen. J'ai envie de dire que vous coiffez un grand nombre de thématiques qui seront abordées ce matin avec nos interlocuteurs. Dans la salle, de nombreux acteurs de l'économie régionale qui ont de nombreuses questions évidemment à vous poser, des questions nationales, des questions européennes évidemment, au sortir, je dirais, de cette crise sanitaire et économique. Nous sommes encore dans la crise, mais on a envie de penser à l'avenir. Comment sortir la France de cette difficulté? Vous allez tenter d'y répondre. Je vous propose que pendant 20-25 minutes, nous puissions, avec Karim Maouj, vous interroger sur l'ensemble de ces sujets et puis que nous puissions donner la parole à la salle qui vous interviewera directement. Karim Maouj, je vous laisse la première question. Pierre Moscovici, bonjour. Il y a quelques jours, la Cour des comptes a rendu son rapport public annuel sur la gestion de la crise sanitaire, dans lequel vous releviez que certains acteurs avaient su s'adapter, avaient fait preuve du dynamisme, d'adaptabilité. En revanche, vous avez également relevé l'absence, ou du moins l'impréparation des pouvoirs publics à cette crise assez subite, et dans laquelle vous releviez également que les acteurs publics n'avaient pas suffisamment accordé d'attention à la gestion des risques en général. Voilà. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire une première analyse de cette absence de gestion des risques? D'abord, avant toute chose, je voudrais vous saluer, vous dire le plaisir que j'ai d'être avec vous virtuellement à Montpellier. D'abord parce que c'est une région que je connais bien, qui est très chère à mon cœur. Dans une très lointaine jeunesse, j'ai fait l'ENA et mon stage de préfecture et le conseil général s'était déroulé à Montpellier. J'avais passé là-bas une année merveilleuse. J'ai conservé beaucoup d'amis, un très grand attachement pour cette région, et puis aussi parce que j'aime les débats comme les vôtres, et je crois profondément au rôle de la presse quotidienne régionale. Je sais, ayant été élu local pendant longtemps moi-même, que c'est celle que les citoyens lisent, que c'est celle dans laquelle ils ont confiance, et qu'une information de qualité, avec à la fois un regard sur la région au premier chef, sur le local, mais aussi avec une focale plus large. Donc je suis très heureux de participer à ce débat, parce que c'est le moment aussi de commencer à réfléchir à l'avenir, même si nous sommes dans une journée particulière, dans l'attente de l'intervention du chef de l'État, qui aura sans doute annoncé des mesures nouvelles, ce qui veut dire qu'on n'est pas encore sorti ni de la crise sanitaire, ni des mesures qu'elle exige, ni des conséquences sur les finances publiques qu'elle entraîne, mais ça n'empêche pas de réfléchir à l'avenir, puisqu'on sait que la clé de tout, c'est assurément la vaccination, qu'elle nous permettra, j'en suis certain, de sortir collectivement de ce mauvais pas, si encore pendant quelques temps à vivre avec les conséquences de cette pandémie, ou avec ses suites, d'une façon ou d'une autre. J'en viens maintenant au rapport public annuel, puisque c'est la question que vous me posez. La Cour des comptes, chaque année, livre un rapport important. Il est là, le rapport public annuel de la Cour des comptes, volumineux. C'est loin d'être le seul produit public. Nous publions une vingtaine de rapports, plus nous demandons au Parlement sur des sujets qui sont des sujets transversaux. Donc le rapport public annuel n'est plus, comme c'était le cas jadis, le flagship public de la Cour, mais c'est un rapport important. Et quand je suis arrivé ici, c'était en juin 2020, j'ai tout de suite tenu à ce qu'on mette la focale sur la crise Covid. Je n'imaginais pas que la Cour des comptes aussi soit à l'écart de la préoccupation majeure des Françaises et des Français, qui est comment sortir de ce mauvais pas, mais aussi comment savoir, comment analyser la réponse des pouvoirs publics. Et en effet, ce rapport public délivre 3 messages qui sont au total assez équilibrés, parce que moi je ne souhaite pas que la Cour des comptes soit là pour épingler et trier systématiquement, c'est pas son rôle. Je souhaite qu'elle soit là pour éclairer le débat public avec des jugements qui à la fois soulignent ce qui ne va pas, mais aussi les bonnes pratiques. Donc 3 messages. Premier message, assurément, face à une crise de cette nature, qui a été peu prévisible tout de même,
nous avons manqué, je parle de notre pays, je parle de nos acteurs publics, d'anticipation, et c'est vrai que notre culture d'anticipation des risques, de prévention des risques, de résilience demeure insuffisante, et ça, nous l'avons vérifié à travers toute une série de choses. Je mentionnerai le fait qu'il n'y avait pas de plan de continuité d'activité dans l'éducation nationale, pas suffisamment non plus à l'hôpital, que le plan blanc ne marchait pas de manière suffisante, que ça a eu des conséquences, bien sûr, que nous avons vues par exemple sur l'accueil des sans domicile face à la Covid, sur le fonctionnement initial d'entreprises comme la SNCF, ou encore sur le fait que un certain nombre d'enfants, 600 000 tout de même, ont été à l'écart du système éducatif, faute d'outillage numérique suffisant. Et la leçon que nous en tirons, c'est que pour l'avenir, il y aura d'autres crises. On le sait, il faut renforcer nos capacités d'anticipation, nos capacités de prévention, nos capacités de gestion du risque. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Il faut toujours d'une crise tirer des leçons. Et celle-ci doit en avoir. Je ne sais pas quelle sera la prochaine crise. Une autre pandémie, une crise climatique, une crise géopolitique. Et donc, nous devons être forcément mieux outillés que cela. Et je sais que le jugement est facile, que l'art est difficile, mais il est important de mettre ça à jour. Cela dit, il y a un deuxième message qui est plus, je trouve, rassurant pour la qualité du service public à la française, pour nos acteurs publics. Ils se sont montrés mobilisés, réactifs, créatifs et innovants. Et là encore, on le voit avec les services d'animation et de soins critiques que les Français connaissaient peu et qui connaissent maintenant très bien. Hélas, d'une certaine façon, parce qu'ils voient à quel point c'est un nœud pour la mission sanitaire, mais aussi pour économique, sociale, voire d'ailleurs pour les libertés publiques. C'est le cas pour la SNCF, qui a assuré le trafic de personnes, mais aussi le transport de fret. C'est le cas pour l'école, qui s'est remarquablement adaptée. C'est le cas pour nos institutions culturelles. C'est le cas, par exemple, pour le ministère des Affaires étrangères, qui a organisé de manière absolument remarquable le rapatriement des Français qui étaient à l'étranger. C'est le cas aussi des mesures d'urgence qui ont été mises en place, comme le Fonds de solidarité, sur lequel nous portons un jugement très positif globalement, même si bien sûr il faut des contrôles et éviter qu'il puisse y avoir ou des fraudes ou des dotations trop importantes, faute de contrôle. Et puis la troisième leçon, bien sûr, c'est qu'il y a eu un quoi qu'il en coûte, mais que le quoi qu'il en coûte coûte cher. Et donc il y a des problèmes de financement qui sont très importants maintenant, et nous prenons un exemple qui est celui de l'UNEDIC, dont le déficit a pratiquement décuplé en un an, passant de quelques 2 milliards d'euros à 17 milliards d'euros, dont la dette est maintenant de 65 milliards d'euros, ce qui pose un problème de savoir, comment on la traite et qui l'assume. Et ça, c'est une question qui devrait être traitée plus globalement dans le cadre d'une réflexion sur la dette publique en France, sa soutenabilité à moyen terme. J'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir. Voilà les trois grands enseignements. Assurément, un défaut d'anticipation auquel il faut remédier, une capacité de réaction et de mobilisation qu'il faut saluer, et des coûts financiers dont il faudra, bien sûr, assumer les conséquences en avenir. On va revenir sur ces sujets carrément. Oui, alors vous venez d'y faire référence. La France s'est résolue à un sacrifice financier très très lourd. L'endettement, qui est aujourd'hui atteint 120% du PIB. On annonce même pour 2030 qu'il devrait atteindre 133%, tandis que dans le même temps, en Allemagne, il est limité à 70%. Alors comme vous l'avez dit l'autre jour lors de la présentation de votre rapport public, il ne faut jamais gaspiller une crise. Alors comment ne pas gaspiller une crise? Comment se projeter dans l'avenir, puisque c'est le thème un peu de ce Lab Éco? Comment arriver à gérer l'avenir et ne pas continuer encore à aggraver le déficit? Pierre Moscovici. Alors, première chose, la Cour des comptes ne remet pas en cause en quoi que ce soit la légitimité des dépenses publiques qui ont été déployées, le quoi qu'il en coûte. Quand on est confronté à une crise de cette ampleur, qui impacte toutes les dimensions de nos vies, il faut absolument mettre en place des dispositifs qui soutiennent l'activité économique et les entreprises, au premier chef, qui aident les travailleurs qui sont dans la difficulté. On pense là notamment au chômage partiel
partielle et qui permettent à l'activité de se poursuivre et au service public de fonctionner. Et donc, il y a eu des dépenses publiques très très importantes qui ont abouti, face à une chute de 8,2% en 2020, tout de même à un déficit public qui doit atteindre près de 250 milliards d'euros pour cette année-là, avec une diminution attendue des recettes publiques, avec notamment aussi des baisses de prélèvements obligatoires, puis une augmentation de 100 milliards d'euros des dépenses publiques, avec donc, ce que vous avez dit, c'est un niveau de dette publique qui est maintenant de l'ordre de 120%. Et encore une fois, nous ne le contestons pas. Et il y a un deuxième message qui, je crois, s'impose maintenant. Vous savez peut-être que le président de la République et le Premier ministre ont demandé à la Cour des comptes de faire un audit à 360 degrés en quelque sorte des finances publiques, de la trajectoire de finances publiques, de la sortie des mesures d'urgence, des réformes structurelles à mener, que je rendrai, je pense, début. Bon. Et il est trop tôt pour en donner des conclusions. Nous menons actuellement des auditions très nombreuses. Hier, j'auditionne les ministres des Finances et du Budget. J'auditionnerai demain Olivier Véran. J'ai vu aussi le commissaire européen en charge de ces questions, etc., des économistes très nombreux, des chefs d'entreprise, des partenaires sociaux. Mais il y a quand même une leçon qui se dégage, c'est que tant que nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire et de la crise économique, il ne faut pas débrancher prématurément le soutien à l'économie et à la société, et aux hommes et aux femmes de ce pays. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est très important. Deuxième chose, la dette publique française est très importante. Elle est de 120%. Elle est aujourd'hui, comme on dit, soutenable. Elle est finançable pour une raison simple, c'est que nous avons aujourd'hui, grâce à l'action de la Banque centrale européenne, des taux d'intérêt non seulement extrêmement bas, mais négatifs, ce qui fait que le service de la dette, lui, paradoxalement, diminue, s'allège, alors que la dette s'accroît. Ça ne doit pas être pour autant un confort éternel. On ne sait pas ce qui se passera. L'inflation peut repartir un jour, les taux d'intérêt remonteront. Je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel niveau. Et on ne peut pas vivre éternellement avec une dette publique. Donc, la question de savoir à quel moment et dans quelles conditions nous revenons à une trajectoire de dette soutenable sur le moyen terme pour éviter de pénaliser les générations futures se pose. Et nous devons, à un moment donné, nous désintoxiquer de ce niveau de dette excessif. Nous devons retrouver un niveau de dette soutenable, pas trop tôt, de manière intelligente, sans pénaliser l'économie, sans freiner la croissance. Nous devons le faire. Et c'est ce à quoi je suis, avec la Cour des comptes, en train de réfléchir en ce moment. Alors, juste un dernier mot pour rester dans cette philosophie. Vous avez évoqué le chiffre de 133% en 2030. Comme ça, intuitivement, mais je ne veux pas anticiper sur le rapport, je pense qu'il ne faut pas attendre 2030 pour commencer à inverser la trajectoire de la dette. C'est trop tard. Et que nous devons reprendre un chemin comme on dit, de consolidation des finances publiques, sans austérité, dès que nous serons en situation de le faire, c'est-à-dire aussitôt que nous aurons par exemple retrouvé notre niveau de PIB d'avant la crise, fin 2019. Alors, toujours sur la dette, l'un des débats qui a commencé à apparaître, mais qui, à mon avis, va se développer dans les prochaines semaines, c'est que faire de la dette? Faut-il l'annuler ou faut-il la cantonner dans une structure spéciale comme l'a proposé Bruno Le Maire? Quel est votre regard là-dessus? Quel est votre point de vue? Pierre Moscovici. Ce sont deux questions qui sont très différentes. D'abord, première chose, j'ai été pendant longtemps, Olivier Bisquet le rappelait, un homme politique, on ne guérit jamais totalement. Et d'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise chose parce que la politique apprend quand même beaucoup de choses. Et je peux vous prédire, sans me tromper, sans m'ingérer dans le débat public, que cette question de la dette sera centrale dans le grand choix que les Français auront à faire en 2022 avec la question de la trajectoire des finances publiques, de la manière de traiter cette dette publique, de transformer l'État. Ce sera un des sujets de la campagne présidentielle, je suis persuadé. La Cour des comptes n'a pas vocation à s'en mêler, moi je ne m'en mêlerai pas. Je suis aujourd'hui un haut fonctionnaire impartial et indépendant. Je ne prendrai pas part pendant toute la durée de mon mandat ici à la vie politique de ce pays. En revanche, je pense que le rôle d'une institution indépendante comme celle que je préside, avec la Chambre des comptes, c'est d'éclairer le débat public, c'est-à-dire par des faits, par des analyses qui soient étayées, chiffrées,
objective et confrontée avec les acteurs, notamment avec les acteurs de terrain. Alors, ayant dit cela, je disais que ce sont deux questions. Il y en a une qui est une question très fondamentale et qui, il faut dire aussi, a des aspects idéologiques. C'est la question de l'annulation de la dette. Et là-dessus, je veux être extrêmement clair. De la dette Covid, hein, on est d'accord, hein, de la dette Covid, hein, pas la dette en général, la dette Covid. La dette publique. La dette publique. Mais personne ne parle d'annuler la dette Covid. On parle de deux choses. On parle soit d'annuler la dette, c'est une thèse qu'on trouve chez certains économistes, dans certaines formations politiques. Elle est tentante, elle est séduisante. Les Français, à certains égards, pourraient ne pas le détester. Je pense qu'elle n'arrivera pas, tout simplement. Il n'est pas ni dans les prérogatives, ni dans les compétences, ni dans les intentions de la Banque centrale européenne, de la Banque de France de le faire. Ce serait reporter la charge sur d'autres. Et je le dis, une dette peut-être bien gérée, une dette peut-être allongée, une dette peut-être roulée, une dette peut-être en partie mutualisée, comme nous faisons avec le plan de relance européenne. Une dette ne s'annule pas. Et je pense que ça, c'est une des limites quand même qu'il faut trouver au débat public et au débat politique. C'est séduisant, mais c'est mensonger. Et on fait croire à des Français une illusion qui ne se produira pas, alors qu'il faut quand même à un moment donné traiter la question de dette sérieusement, c'est-à-dire voir comment, à moyen terme, on retrouve une trajectoire de dette soutenable, finançable et qui ne pénalise pas l'avenir des générations à venir, qui sont les générations qui feront la France de demain. Pensons à nos enfants quand même. Enfin, moi, je suis aujourd'hui ici dans ce bureau, ce qui veut dire que malheureusement j'ai atteint un certain âge après avoir été longtemps considéré comme jeune, et je n'ai pas de problème avec la dette. Mon avenir, il est fait. Je serai dans quelques années un retraité, je connais ma retraite, etc. Mais pour mon fils, qui a aujourd'hui 3 ans, qu'est-ce qui se passera dans 20 ans? J'ai pas envie de lui laisser un avenir criblé de dettes, perclé de dettes, et finalement bouché. Donc prenons-y. Sur le contournement de la Covid, c'est une mesure qui est à la fois politique et technique. Elle est politique parce qu'il s'agit de marquer qu'il y a bien un impact nouveau de la crise, distinguer une dette en quelque sorte chronique d'une dette plus conjoncturelle. Après, ça soulève toute une série de questions, notamment celle de savoir si on peut mettre en face une recette. Ça c'est un sujet qui est dans le débat, que la Cour des comptes abordera dans son rapport de mai. Il y a des opinions contrastées sur le sujet. Certains pensent que justement c'est un symbole fort. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, est bien sûr très favorable, y compris de dire qu'on va y affecter une partie des surplus de recettes liées à la croissance revenus. D'autres disent attention, parce qu'il faut quand même considérer que c'est de la dette, comme le reste de la dette, et que c'est compliqué de distinguer les deux. Les arguments se défendent. Il faut les peser soigneusement. Karim Aoudji. Alors, conséquence de ce qui se passe depuis un an, les confinements, la consommation qui ralentit, même si au dernier trimestre, elle s'est relevée. Aujourd'hui, il y a énormément d'argent qui dort dans les banques. L'épargne a explosé. Quelles seraient, selon vous, les orientations à privilégier pour utiliser cette épargne qui est énorme? Là, je touche un peu à la limite de l'exercice pour ce qui me concerne. C'est-à-dire que j'ai été ministre des Finances, il y en a un aujourd'hui. Savoir comment inciter à faire en sorte que cette épargne soit à nouveau réinjectée dans l'économie, qu'il s'agisse de la consommation ou de l'investissement, ça, c'est aussi le rôle des pouvoirs publics, de trouver les bons canaux, les bons mécanismes. Je ne veux pas entrer là-dedans parce que je suis à la tête d'un corps qui est essentiellement un corps de contrôle, un corps d'évaluation, un corps de conseil. Mais je pense toutefois qu'en effet, nous avons maintenant une surépargne qui représente entre 80 et 100 milliards d'euros supplémentaires, ne serait-ce qu'en un an. Il y a une ressource fondamentale pour la relance de l'économie. Est-ce que l'idéal, c'est de le réinjecter soit dans la consommation, soit dans le renforcement des capacités des entreprises, notamment des capacités financières de nos entreprises? Quel serait l'idéal, si j'ose dire? Votre avis, sans que vous preniez parti, hein, mais votre avis un peu sur... C'est compliqué de pas prendre parti.
avis. Donc, mais non, je parlais de l'endettement public il y a quelques secondes, il faut aussi se préoccuper bien sûr de l'endettement privé des entreprises, qui est l'autre volet. Et ça aussi, ça a des conséquences sur la façon de sortir des mesures d'urgence, puisque certains nombre d'aides sont directement aider les entreprises, tout ce qui est PGE en particulier. Donc ça, c'est des réflexions qu'il faut également mener. Pour le reste, je pense que les deux moteurs de l'économie sont toujours la consommation et l'investissement. L'économie française est très tirée par la consommation. Elle a aussi besoin de préparer davantage l'investissement. Alors, avant... J'ai tendance à dire tout de même que l'investissement doit être dans l'avenir public. Alors, avant de donner la parole à nos invités, une dernière question. Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir. C'est un sujet d'actualité. Question d'actualité. Bon, encore une fois, ce n'est pas une question piège, je ne vais pas vous mettre dans l'embarras. Mais, allez, je vais être direct. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, vu la situation sanitaire en France ? Vous savez, il y a une phrase qui dit toujours que s'agissant du football, en France, il y a 66 millions de sélectionneurs. Je ne voudrais pas qu'il y ait 66 millions de personnes qui soient habilitées à donner leur avis comme ça sur la crise Covid, même si nous l'avons tous. Donc non, je pense qu'il faut attendre ce que le président de la République dira. Je pense que dans sa position, il est le seul qui peut avoir une vision globale et prendre des décisions en fonction justement de la totalité des enjeux, c'est-à-dire à la fois les enjeux sanitaires, les enjeux économiques, les enjeux sociaux, les enjeux psychologiques, dans une société qui est fatiguée par maintenant plus d'une année de mesures et donc d'épreuves. Je sais que le président de la République parle régulièrement dans le cadre de mes fonctions, a tout ça en tête. Et donc, il faut attendre. Et puis ensuite, il faut être capable aussi d'appliquer ces mesures, quelles qu'elles soient, se réunir autour de cela. Cela dit, il y a une chose que je crois, et je l'ai dit au début, et ça, je pense que c'est l'évidence, c'est que c'est dans la vaccination que réside la vraie sortie de cette crise sanitaire, bien sûr. Et les mesures qui doivent être prises maintenant, elles sont aussi faites pour accompagner ce moment où on vaccine massivement. Et on sait aussi, cependant, Pierre Moscovici, que confiner le pays une nouvelle fois, c'est mettre en difficulté l'économie. Ça a des conséquences. On les connaît, ça a des conséquences économiques, parce que, bien sûr, à ce moment-là, il y a des chutes, ça a des conséquences financières, parce qu'il faut renforcer les mesures d'urgence. On a toutefois constaté qu'au fur et à mesure que la crise se poursuivait, que les choses s'adaptaient, que les confinements étaient différents les uns des autres, le coût pour les finances publiques était moins grand et la chute de l'activité moins forte. Et bien sûr, plus le confinement est strict, plus on a cet impact-là, et ça dépend aussi bien sûr de la durée des questions. Voilà. Et encore une fois, dans cette situation, nous savons deux choses. D'abord que le sanitaire et les autres dimensions économiques, sociales, démocratiques et psychologiques, ce sont les deux faces de cette pièce. Nous savons aussi que c'est in fine la santé des Français qui prime. Parce que cette crise a une originalité par rapport aux précédentes. La crise de 2008-2009, c'est une crise financière. Il y a eu une autre crise qui était liée à l'appareil productif lui-même. Là, il n'y avait pas d'idée préexistante, en tout cas de nature systémique, ni dans le système productif. Ce qui a causé la crise économique, c'est qu'en effet, les mesures nécessaires qui ont été prises pour faire face à la pandémie, et ça a des effets de stop and go. Et tant que nous sommes là-dedans, eh bien, nous aurons ces effets. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, la vaccination est sans doute la clé de tout. Mais ce que je constate aussi, pour le coup, c'est que notre économie s'est adaptée, qu'elle est assez mobile. C'est-à-dire que dès qu'on sort de mesures trop dures, elle repart et bien. D'où la nécessité de soutenir et puis de relancer. Ce sont deux choses complémentaires.
Merci Pierre Moscovici pour ces premières réponses. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct sur midilibre.fr. Vous pouvez évidemment interroger Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. On va démarrer par des questions dans la salle. Je sais que certains d'entre vous ont envie d'interroger Pierre Moscovici. Un micro va circuler. Levez simplement la main. Alors, le micro est par ici. Qui voudrait poser la première question? Samuel Hervé, ici, qui est juste devant. Je vous laisse vous présenter à Pierre Moscovici. La caméra est juste là et il vous écoute. Alors, le micro va fonctionner. Allez-y. Vous m'entendez, Monsieur le Président? Je vous entends un peu. Alors, est-ce que le micro fonctionne? Est-ce qu'on peut vérifier cela côté technique? Voilà, on va faire ça. Très bien. Allez-y. Allez-y, Karim Maoudj. Est-ce que vous m'entendez mieux, Monsieur le Président? Très bien, merci. Oui, bonjour, je suis Samuel Hervé, je dirige Acté Service, une entreprise de restauration collective, et préside le MEDEF de Hérault, Montpellier, dans notre beau département que vous avez adoré en votre temps de stagiaire ENA. Je vous interpelle, Monsieur le Président, sur le rapport de la Cour des comptes évoquant le risque de cumul des aides allouées aux entreprises qui pourrait finalement excéder le préjudice subi. Donc vous entendiez par là, en tout cas dans le rapport, que potentiellement il pourrait y avoir des risques massifs de fraude et que les aides apportées aux entreprises seraient supérieures au préjudice. Alors peut-être que d'un point de vue statique, le bénéfice pourrait être supérieur à celui qu'il était en 2020 par rapport à 2019, en tout cas c'est ce que pointait le rapport. En revanche, quid de la dynamique, puisque c'est sans doute vrai à un instant T, mais je rappelle qu'un chef d'entreprise, c'est aussi une dynamique d'investissement, de perspective qui lui est donnée, et que le danger de ne pas avoir des aides qui soient suffisantes et qui lui permettent de se donner de la perspective serait susceptible d'assécher l'économie sur du moyen terme. Donc je vous interpelle sur la vision peut-être un peu statique de ce rapport. Pierre Moscovici. Je ne crois pas franchement que ce grief soit fondé. Je vais essayer d'expliquer ce que nous avons. D'abord, je l'ai dit, nous avons porté un jugement globalement très positif de le Fonds de solidarité. Ça qui a tout de même apporté quelques 12 milliards d'euros d'aide à 1,8 million d'entreprises. Simplement, ce que nous avons constaté, c'est que ce Fonds de solidarité, au début, était dédié aux PME, puis petit à petit, la durée de la crise s'était étendue, et ce n'est pas quelque chose de critiquer, mais que ce qui ne s'est pas adapté concomitant, c'est au niveau des comptes. Donc, à la fin, on n'arrive non pas à des risques massifs, mais à des risques de double emploi ou d'aide qui dépassent les préjudices. Et la seule chose que nous en tirons, c'est pas du tout pour mettre en cause le mécanisme, mais que c'est au contraire, s'il perdure, et tant qu'il perdure, il faut qu'il y ait des mécanismes qui s'assurent qu'il y ait justement au contraire une équité pour les entreprises, et que celles qui pourraient se trouver dans des situations de fraude ou de moins de bénéfices excessifs ne puissent pas le faire. Donc nous n'avons jamais remis en cause le dispositif, nous les saluons au contraire, nous pensons qu'ils étaient nécessaires, qu'ils ont été dessinés rapidement, ils en œuvrent rapidement, et que c'est très bien. Que c'est dit à partir du moment où ça dure, quand même aussi, puisque c'est de l'argent public, quand même, qu'il y a un contrôle sur l'utilisation, et ça je crois que les citoyens le comprennent. C'est nullement contradictoire avec la logique de soutenir l'entreprise que nous saluons. Alors, d'autres questions. Ici, juste devant, Éric Giraudier, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Gard. Je vous en prie. Monsieur le Président, la question que je vais vous poser ne concerne pas le récent rapport de la Cour des comptes et un petit insert avec un décalage 2019-2020. Je n'y reviendrai pas puisque nous avons eu la chance d'avoir Monsieur Castex, notre Premier ministre, qui s'est exprimé hier en AG CCI France et qui a dit tout le bien qu'il pensait et la reconnaissance de l'utilité territoriale de nos chambres de commerce. Non, ma question est un peu plus macroéconomique et par rapport à vos connaissances, j'allais dire, des institutions, des fonctionnements européens. On observe dans le cadre de la dette qu'il y a un élément majeur sur l'économie, sur les 10-15 ans à venir, comme vous l'avez souligné. On observe une évolution de la doctrine de nos voisins et amis allemands. On observe aussi des évolutions sur les pays, j'allais dire, Pays-Bas, Danemark, Scandinavie. Donc,
ça amène effectivement peut-être une approche un peu plus long terme et un peu plus pragmatique sur la durée de la gestion de cette dette au niveau européen. Est-ce que vous pouvez nous apporter vos connaissances et vos éclairages utiles sur ce sujet? Pierre Moscovici. Bien que vous ne me posiez pas la question, je vais quand même répondre un peu sur les CCI. Vous comprenez. Parce que le rapport de la Cour a été, je pense, mal compris. Je l'ai remis au président de la République, j'en ai parlé avec le ministre, qui est un membre de la Cour des comptes. Je l'ai présenté devant les assemblées, j'ai noté au Sénat assez forte émotion, comme si la Cour avait semblé dire qu'il fallait remettre en cause les CCI. Absolument. La mission essentielle des CCI, la Cour la reconnaît, et je la reconnais tout particulièrement. Ce que le rapport dit, c'est que c'est vrai que, compte tenu des réformes qui ont été faites, notamment, les CCI sont aussi entrés davantage dans un champ concurrentiel, que nous soulevons la question du financement public à terme des CCI. Et là-dessus, moi, je veux être très clair, c'est que quand il y a un financement public, quand il y a une mission de service public, il faut renforcer les missions de service public, que d'ailleurs font les CCI, leur donner un vrai sens et mettre en face une ressource. Voilà ce que dit le rapport de la Cour, mais il n'est absolument pas une remise ni leur efficacité, et une recherche de la bonne adéquation service public, financement public. J'en reviens maintenant à votre question. La situation de la dette en Europe est quand même extrêmement particulière, puisque la dette française, quelques 100%, se positionne 50 points au-dessus de la dette allemande. Quant à la dette italienne, elle est à 160%. On pourra avoir dans quelques années une situation dans laquelle les Allemands se désendettent de culture, d'autres le font moins, les Français et les Italiens. On aurait 100 points d'écart entre la dette au sein des trois principaux pays de la zone. Ça pose quand même des questions. La première question, c'est est-ce que la règle des 60% de dette publique sur le PIB est pertinente? Je ne sais pas s'il faut la supprimer, ça impliquerait la révision des traités qui n'est jamais simple, mais en tout cas, elle est largement inapplicable et obsolète. Ça ne veut pas dire pour autant négliger cette question de dette. Je ne crois pas du tout qu'il soit adopté sur le moyen terme, en termes de crédibilité pour la cible de notre pays, que la France ait un pourcentage de dette publique de 50 points, 60 points supérieur à son voisin allemand. C'est un décrochage qui ne serait pas heureux. C'est la raison pour laquelle nous devons absolument, je le dis, reprendre le moment venu. Et je ne suis pas en train de dire demain matin, je ne suis pas en train de plaider pour je ne sais quel débranchage prématuré de dispositifs d'aide qui sont indispensables à l'économie, aux entreprises et aux agents économiques. C'est pourquoi, le moment venu, on va reprendre une trajectoire d'aide publique soutenable, donner des signaux aussi de sérieux budgétaire, sérieux ne veut pas dire austérité, et il faut le faire au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard, ni trop fort, ni trop mollement. Je crois que c'est ça le sens d'une trajectoire qui, à mon avis, devrait quand même s'infléchir avant 2030. J'ai entendu ce que vous avez dit sur la dette publique en 2030. 2030, si de rien faire d'ici 2030, en fait, on va faire du tout. Karim Maoud, avant de passer à la salle. Karim. Alors Pierre Moscovici, il y a des secteurs qui souffrent particulièrement, d'autres qui ont repris leur activité, d'autres qui souffrent, qui sont véritablement à l'arrêt. Je pense au restaurant, à l'aérien, au tourisme. Thierry Breton a annoncé la mise en place, le lancement pour mi-juin du, j'appellerais, passeport vaccinal. C'est un sujet sur lequel on n'osait pas, il y a quelques semaines à peine encore, dont on n'osait pas parler, même pas envisager. Aujourd'hui, ça devient une évidence pour permettre à ces secteurs-là de redémarrer, du moins juste à la veille de la saison, de la haute saison estivale. Voilà. Pour vous, le passeport vaccinal est, en plus des vaccins, bien évidemment, est-il une solution? Pierre Moscovici. Là encore, je ne suis pas dans ma zone de confort, puisque je préfère m'exprimer sur des sujets sur lesquels la Cour des comptes a travaillé, mais on va juste, peut-être sur un point, je pense qu'il vaut mieux parler de passeport sanitaire, de passeport vaccinal. Parce que si vous parlez de passeport vaccinal, ça suppose que seules les personnes vaccinées auront accès au restaurant, au transport, etc. Or, les personnes vaccinées sont par définition des gens qui, en tout cas jusqu'au mois de juillet ou de septembre, etc., ont un certain âge. On a commencé par les plus de 15 ans, on passe aux 65, il y a des gens avec comorbidité, on va sûrement accélérer tout ça,
Peut-être va-t-on cibler certaines professions, les enseignants, les soignants. Nous verrons bien ce que décide à cet égard le président de la République. Il n'empêche qu'il y a toute une partie de la population, la plus jeune, qui ne sera pas vaccinée avant l'été. Et je pense qu'on ne peut pas exclure les jeunes de la vie sociale, de tout ce que vous évoquez, c'est-à-dire de la culture, du loisir, de la restauration, du transport des vacances. Et la notion de passeport sanitaire, l'avantage, c'est que ça permet de concerner les personnes vaccinées, sans doute, mais aussi ceux qui auront eu un test récent, validé, etc., etc. Donc il faut trouver la bonne formule. Mais oui, dès qu'on puisse reprendre ces activités, dès lors qu'on est raisonnablement certain de la condition sanitaire de ceux qui y ont accès, c'est pertinente. Des questions? Mais je préfère, moi, parler de passeport sanitaire plutôt que Bien compris. Je pense d'ailleurs que c'est aussi bien rêvé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame, on va vous apporter un micro. Si vous pouviez vous lever pour la caméra, s'il vous plaît, et vous présenter. Merci beaucoup. Juste ici, la caméra. Bonjour, Sarah Madani, membre de la Jeune Chambre économique française, Fédération Occitanie. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, en fait, la Jeune Chambre économique française, elle a... Vous m'entendez? Parlez bien dans le micro, je vous en prie. La Jeune Chambre économique française a mené une enquête, en fait, l'année dernière, donc sur notre thème national, comment allier développement économique et développement durable. Et sur la crise sanitaire, en fait, auprès des entreprises, donc des PME et aussi des grands groupes, sur la vision de l'après-Covid dans leur activité. Beaucoup d'entre elles ont pris conscience en ces temps difficiles qu'il y a nécessité de mettre en œuvre une politique RSE efficiente dans leur organisation. Selon vous, comment les institutions publiques et les pouvoirs publics peuvent aider ces entreprises à accompagner dans cette démarche? Je vous remercie. Pierre Moscovici. Encore une fois, je me suis embarrassé parce que je ne suis pas aujourd'hui dans une fonction exécutive et je ne suis pas là pour me substituer à quoi que ce soit à la façon dont agissent les pouvoirs publics qu'il y a dans ce pays. Il y a le gouvernement, il y a les collectivités locales. Et je dis au passage d'ailleurs qu'il y a un acteur sur lequel vous pouvez compter de manière fondamentale en Occitanie, qui est la Chambre régionale des comptes. Il se trouve à Montpellier. Le président qui est remarquable quitte ses fonctions. Je l'aurais nommé quelques semaines ou une nouvelle présidente. C'est aussi, je crois, un acteur tout à fait important du développement local. Cette parenthèse est fermée. Je pense que dans la suite de la pandémie, dans l'économie et la société ensuite, nous devrons prendre en compte trois dimensions, peut-être trois transitions. Il y a la transition écologique, il y a la transition numérique et il y a la transition sociale. Et la RSE se trouve au carrefour de ces trois dimensions. Et que ce soit dans les plans de relance européens, dans les plans de relance nationaux, et également dans les conditions réglementaires ou législatives que nous allons apprendre, nous devons absolument encourager ces trois dimensions. Il y aurait une erreur terrible à commettre, qu'il ne faut pas commettre, il serait de considérer que parce que nous sommes confrontés à un problème qui est un problème sanitaire, à une pandémie qui ne quitte pas, alors à ce moment-là, il faut abandonner la transition écologique, la transition numérique ou la transition sociale. Je dirais au contraire, parce que les principaux dangers pour la santé viennent aussi du changement climatique, de notre incapacité à produire une offre satisfaisante ou l'efficience de la vie dans certaines. D'autres questions dans la salle à Pierre Moscovici? Juste au fond, on va vous apporter un micro. Levez-vous et je vous laisse vous présenter, monsieur, je vous en prie. Bonjour, Julien Féja, vice-président de Leader Occitanie et président du groupe DES qui intervient dans le nucléaire à l'est de la région. Aujourd'hui, on voit que les différents dispositifs veulent que les entrepreneurs ou les entreprises déjà établies créent de l'activité, réindustrialisent, emploient des personnes dans la région Occitanie pour les aides locales, avec d'un côté des aides sous forme de prêts, de l'autre côté des plans de relance avec des subventions. Et l'entrepreneur que nous sommes tous ou que nous représentons doit être le lien entre tout ça et doit se lancer, oser le faire
avec derrière un code du travail, un travail en France qui reste parfois contraignant, même si des choses s'améliorent. Quelle est votre vision au sein de la Cour des comptes sur ce que l'État devrait faire ou sur ce qui devrait être l'étincelle pour qu'on arrive à réindustrialiser et à rebondir bien avec ces différentes aides? Merci. Pierre Moscovici. Ça, ce sont des questions auxquelles nous nous efforcerons de répondre dans le rapport que je rendrai public lui-même, à la fois les réformes structurelles qui permettent de muscler l'investissement, la sortie des dispositifs d'urgence, mais aussi leur suite. Je dirais simplement que la question que vous posez est une question absolument essentielle. Dans une vie antérieure, j'ai été pendant longtemps élu, notamment élu local, et j'étais local dans une région très industrielle. Des présidents d'agglomération, notamment Pays de Montbéliard, c'est, si vous voulez, autour de Sochaux, le grand pôle automobile français. Et j'ai toujours été très sensible à cette désindustrialisation, réindustrialisation. Ce que cette crise nous montre, c'est que nous avons besoin de muscler notre autonomie stratégique. C'est que une France sans industrie est une France qui s'affaiblit. C'est que notre capacité de résilience que nous passe aussi par cela. Et donc, très clairement, les moyens du plan de relance, ou le fléchage de l'épargne, aussi, doivent aller avant tout sur l'investissement productif. Et je pense qu'au cœur de celui-ci, la place de l'industrie doit être absolument centrale. Donc, encore une fois, c'est au gouvernement de dire comment il entend le faire avec les acteurs locaux, notamment les régions, qui ont une stratégie tout à fait majeure, un rôle majeur à jouer ici. Mais la priorité stratégique, très très clairement, c'est la autonomie, souveraineté, à la fois au plan européen et au plan national, et industrialisation, réindustrialisation. Karim. Je ne me prononcerai pas sur le nucléaire, mais il y a un grand débat qui nous attend sur la place du nucléaire dans le mix énergétique futur dans notre pays. Débat en effet dans les prochaines semaines. Karim Maoudj. Pierre Moscovici, on vit aujourd'hui un certain paradoxe. Il y a quelques mois, à peine, on parlait d'économie, d'allègement de la charge de la dette, tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'argent coule à flot. Le plan Biden, pour parler des États-Unis, c'est 1900 milliards de dollars, qui s'ajoutent aux 900 milliards de dollars du plan de soutien qui a été décidé en décembre. Or, le risque de cet argent qui coule à flot, c'est la remontée des taux d'intérêt. Or, pour la France, un point de remontée de taux d'intérêt pour la France, c'est à terme, à moyen terme, dans les 5 ans à venir, un point équivaudrait à un alourdissement de la charge de la France de 15 milliards. Voilà. On est soumis à un paradoxe. Comment arriver à trouver un juste équilibre entre le soutien financier, 7 milliards d'euros d'aide versés chaque mois par l'État, et le risque de surchauffe de l'économie avec justement la remontée des taux d'intérêt. Pierre Moscovici. C'est le message que j'essaie de faire passer depuis le début de notre discussion. Bon, cela dit, il faut distinguer clairement la situation des États-Unis de celle de l'Europe, car le risque de surchauffe n'existe pas en Europe. L'Europe est aujourd'hui dans une situation de récession assez profonde en 2020, avec une reprise de la croissance qui est freinée par la poursuite de la pandémie et des restrictions. Tout ce qui se passe a des conséquences sur la croissance, non seulement en 2020, mais en 2021 et 2020. C'est ce que c'est, j'ai une récession de 1,2%. Il est probable que plus la crise dure, plus les mesures se prolongent, plus éventuellement elles se durcissent, plus la reprise est lente ou molle, 2021, reportée à 2022, plus le moment où nous retrouvons notre niveau de PIB d'avant 9 est lointain. Ce sera en 2022. Est-ce que c'est début 2022, mi-2022, ou plutôt dans le deuxième trimestre 2022? Évidemment, tout ce qui se passe a des conséquences sur ce calage temporel. Mais nous ne sommes pas menacés par le chauffement, très clairement. Nous sommes dans une période de reprise et l'inflation, telle qu'elle est prévue, restera inférieure à la norme de 2% prévue par la Banque centrale européenne. Dans le cadre que j'ai eu l'occasion d'audition avec des responsables de la Banque centrale et
réparer tout cela, en tout cas nous l'espérons, et reprendre ensemble cette dernière partie du Lab Eco, lancé à l'instant par Midi Libre. C'est en train de reprendre. Alors on va reprendre, je pense, dans quelques secondes, on est en train de gérer ça. Peut-être Karim Maoul, j'en profite, ça s'appelle meubler, hein, puisque nous sommes en direct. Oui, je crois que je suis revenu. Ça y est, Pierre Moscovici, est-ce que vous êtes de retour? Je suis de retour, mais je ne sais pas, est-ce que je suis... Vous m'entendez? Alors on vous entend parfaitement bien, on ne vous voit pas, mais le son est exceptionnel. Nous avons eu en effet quelques difficultés pendant ce live et on présente nos excuses à nos internautes côté son, mais on va reprendre l'image, je l'espère, me dit-on, Johanna Gonzalez. Oui, c'est bien le cas, dans quelques secondes. Petite coupure internet, visiblement. Et on terminera, Pierre Moscovici, ce débat qui va durer quelques minutes encore. Alors, est-ce que... Vous ne me voyez pas. Alors, je vous propose peut-être que vous terminiez votre propos à la question qui était posée par Karim Maoudj, pour ainsi passer à une toute dernière question dans ces conditions, si vous le voulez bien, Pierre Moscovici. Pierre Moscovici, est-ce que vous nous entendez ? Je sais pas. Vous nous entendez, Pierre Moscovici ? Moi, je vous entends. Vous Alors m'entendez ? parfait, je vous propose que vous poursuiviez votre réponse. On ne vous voit pas, mais on vous entend parfaitement bien. Allez-y. Je disais que donc la guidance de la politique monétaire européenne me paraissait établie pour quelques années. Il y a en revanche un risque de décalage entre les États-Unis et l'Union européenne, avec peut-être à un moment donné une reprise de l'inflation aux États-Unis, ou des taux d'intérêt. Donc c'est de ça dont il faut aussi se prémunir. Raison de plus, encore une fois, pour avoir une gestion de la dette qui soit intelligente. Encore une fois, il ne s'agit pas de sortir de manière prématurée, il ne s'agit pas de freiner l'économie, mais il s'agit de retrouver une trajectoire de dette soutenable sur le moyen terme, dans un contexte où, à un moment donné, les taux d'intérêt pourraient remonter, et ils remonteront de manière pas monstrueuse, mais substantielle. Et il faut être très vigilant à ça, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, il faut rebâtir cette trajectoire de dette soutenable, intelligente, pas hostile à la croissance, mais avec une consolidation budgétaire équilibrée et calibrée. Merci Pierre Moscovici. Une question dans la salle peut-être. Oui, monsieur, on va vous apporter un micro. Il arrive, je vous en prie, présentez-vous. Bonjour, Pierre-Damien Rochette, président UMM-MO. Donc j'avais une question pour Monsieur le Président. Il y a eu de nombreux appels à projets et territoires d'industrie qui ont été lancés et on sait que le budget a été dépassé. Et la question que j'avais, c'est est-ce que le président de la Cour des comptes préconise de remettre un petit peu de budget sur ces projets-là, appels à projets et territoires d'industrie? C'est la première question. Et l'autre question, qui est centrale, et je rejoins le président sur le fait qu'il faudra désintoxiquer nos entreprises sur ces subventions-là. Et quel est son avis sur le plan pour revenir à une situation normale sur ces subventions? Pierre Moscovici. Non, franchement, je ne peux pas répondre à cette question qui est très, très précise. Ça, c'est encore une fois l'apanage du pouvoir exécutif.
Une autre question dans la salle alors? Oui, ici, le micro arrive. Grégory Blanc-Villain, président de la CPME 34. Allez-y. Je ne me présente pas du coup. Bonjour Monsieur Moscovici. Une question, on a beaucoup parlé du plan de relance justement. Je voudrais avoir votre vision sur le fléchage vers les TPE-PME. On a beaucoup parlé du plan sur la formation, sur la réindustrialisation, sur la transition énergétique. Est-ce que selon vous, il est suffisamment fléché vers les TPE-PME qui fait quand même le terroir dynamique de notre territoire dans l'Hérault, mais aussi de la France? Et également, est-ce que vous pensez que le plan de relance accompagne suffisamment la relance des activités qui ont été citées en première partie, qui vont mettre énormément de temps à reprendre, des mois, voire des années? Voilà ma question. Pierre Moscovici. Pierre Moscovici. Est-ce que vous nous entendez, Pierre Moscovici? Vous avez entendu la question? Bon, cette fois-ci, c'est chez eux. Alors, vous me revoyez, je crois. alors, on vous revoit, on vous entend. Est-ce que vous avez entendu la question de Grégory Blanc-Villain? J'ai tout à fait entendu. Allez-y. Je disais que le plan de relance, par définition, est en cours de déploiement, et je ne peux pas le juger, par définition, ni ex ante ni ex post. Il me semble tout de même que le fléchage sur les TPE-PME, qui est aussi d'ailleurs sur le fonds de solidarité initialement, est fait de manière quand même prioritaire et suffisante. Mais il faut toujours être vigilant sur le déploiement de ce type de plan. La Cour le sera. Alors, je voudrais qu'on passe à une toute dernière question. Karim Maoudj, allez-y, je vous en prie, à Oui, Pierre Moscovici. Pierre Moscovici, la crise a mis un coup de frein à la réforme de l'État qui avait été engagée par le président Macron, et notamment la suppression de 50 000 postes de fonctionnaires sur lesquels il s'était engagé. Et je voulais avoir votre avis là-dessus, sur la réforme de l'État. Faudra-t-il la reprendre? À quelle dose? Vous avez fait référence tout à l'heure sur la manière dont il ne faudrait pas brusquer un peu le soutien, l'arrêt total du soutien des pouvoirs publics. Voilà, est-ce qu'il faut reprendre, garder en ligne de mire cette nécessité de réforme de l'État? Bon, d'abord, je voudrais dire à quel point je suis désolé qu'on ait été coupé, mais ça, ce sont les aléas de direct. La vie par Zoom. Et j'espère vraiment venir à Midi Libre et à Montpellier rapidement. J'avais une visite qui était prévue, vous savez, dans la région. Absolument. J'ai fait cette rencontre avec le magistrat de la Chambre régionale des comptes par visio. C'est extrêmement frustrant. Et, comme tout responsable public, j'ai envie d'être sur le terrain, j'ai des fourmis dans les jambes. Et quand j'apprécie ces échanges, les aléas parfois, en tout cas les limites, et je serais très heureux de poursuivre ces échanges avec vous. Mais sur la transformation de l'État, vous avez peut-être noté tout à l'heure que j'avais dit que, pour moi, parmi d'autres, il y aurait deux enjeux très importants dans le débat public politique de 2022. La question de la dette, aussi étendue de manière assez abondante. Et encore une fois, je voudrais que mon message soit bien compris et calibré. Je ne plaide pas pour l'austérité. Je ne plaide pas pour la sortie prématurée d'aide, de soutien. Je pense que ceci doit être présent tant que nous sommes dans la pandémie, tant que nous n'avons pas trouvé un niveau de PIB qui soit comparable à celui que nous avions avant 2019. Je pense que la priorité des priorités doit être donnée au soutien à l'économie, d'abord aux entreprises, aux individus, à la société qui est dans cette phase de souffrance très importante. Mais ne négligeons pas non plus les risques à moyen terme, risque de décrochage avec nos partenaires allemands, risque de décrochage avec l'Union européenne, perte de crédibilité, remontée des taux d'intérêt qui peuvent se produire un jour, reprise de l'inflation, pas pour demain, et préparons l'avenir. Pour préparer l'avenir, il faut une stratégie de soutenabilité de la dette publique à moyen terme, et il est très important de la penser maintenant. Et la Cour des comptes, je serais très heureux d'en parler avec vous si vous souhaitez, y apportera sa pierre début mai par un rapport, encore une fois, grand angle, 360 sur les finances publiques, dont je souhaite qu'il soit une référence. Et puis, il y a un deuxième sujet, et la question de la transformation de l'État. Vous avez parlé de réforme de l'État. Et puis, tout de suite, vous avez glissé sur la réforme de l'État, c'est 50 000 fonctionnaires en moins. Comment dire? C'était un engagement du président de la République. Hein. Je pense que l'élection de 2017 s'est déroulée dans un contexte
assez différent de celui qu'on pouvait imaginer pour le quinquennat, le président lui-même, et que la pandémie est venue quand même bouleverser un certain nombre de raisonnements et de paradigmes. Si on avait imaginé en 2017 que nous aurions un déficit de 8,2% du PIB, une dette publique à 120%, ça ne me semblait pas être inscrit dans les cartes. Et ce que je crois, c'est que la question de la suppression d'un grand nombre de fonctionnaires n'est pas à l'ordre du jour. Elle ne me paraît pas présente dans la politique, je ne dirais pas qu'elle ne me paraît pas dans l'air du temps, mais en réalité, je le pense. Je crois que ce n'est pas la priorité des priorités, franchement. Et la Cour des comptes n'est pas du tout, je crois, dans une logique austéritaire. La Cour des comptes, telle que je la préside, moi, c'est une institution qui est là pour s'assurer que le bon usage des deniers publics, du sérieux de la dépense publique, de la qualité de la dépense publique. Et nous serons là-dessus vraiment intraitables, bien sûr, mais pas pour imposer une paupérisation du service public à une époque où on a vu que celui-ci était nécessaire. Je redis le message du rapport public, défaut d'anticipation sans doute, mobilisation des acteurs publics. N'affaiblissons pas les acteurs publics. Après, ayant dit ça, je redis la nécessité de la transformation de l'État. Parce qu'à côté de ça, il y a des questions qui sont posées, qui ne sont pas des questions quantitatives, mais qui sont des questions qualitatives. Est-ce que l'État était efficace? Est-ce qu'il est divers? Est-ce qu'il est capable de répondre aux défis du futur? Est-ce qu'il est suffisamment innovant? Est-ce qu'il n'y a pas eu, ici ou là, des dérives bureaucratiques ou des incapacités à répondre à tel ou tel grand sujet, qu'il soit sanitaire, économique, social? Ça, ce sont des vraies questions. Est-ce que la haute fonction publique, et je préside un grand corps de l'État, un des plus grands corps de l'État, peut être à l'écart de ce mouvement de modernisation et de transformation? Et on sait qu'il y a des réformes qui sont en train d'être élaborées sur ce sujet-là, et moi, je ne veux pas être dans une étude conservatrice. Bref, je dirais paupérisation de l'État, non. Paupérisation du secteur public, non. Nous avons besoin d'eux. Transformation de l'État, efficacité plus importante des acteurs publics au service du public dans une situation où on a besoin d'eux, sans aucun doute. Ça, cette dimension-là, c'est-à-dire comment avoir des acteurs publics plus efficaces, un État plus efficace, elle ne peut pas être esquivée, elle ne doit pas l'être. Et la Cour des comptes que je préside prendra sa part à ce débat, parce que justement, avec les chambres régionales des comptes, les juridictions financières, nous avons ce regard très très large sur le fonctionnement des acteurs publics, du secteur public, qu'il s'agisse de l'État ou de la sécurité sociale ou encore des collectivités locales. Et je veux dire au passage, encore une fois, la très grande considération pour les chambres régionales des comptes. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je porte un projet de transformation des juridictions financières qui va intégrer fonctionnellement les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes avec une programmation harmonisée, avec aussi, et ça je l'annonce chez vous, une possibilité d'évaluation de politique publique, et pas seulement de contrôle d'organismes donné aux chambres régionales des comptes, à la demande des régions, à la demande des départements, pour que celles-ci contribuent aussi à la qualité des politiques publiques locales. Elles le font déjà, et le fassent encore plus. Et vous avez la chance, encore une fois, d'avoir en Occitanie une très bonne chambre régionale des comptes, et vous veillerez à ce que cela continue après le départ de son président, André Péziardi. Voilà, donc oui, je pense que cette transformation de l'État et du secteur public, elle est absolument indispensable, mais le critère ne doit pas être le nombre des agents publics, mais la qualité du service rendu au public. Bien compris, je prends une toute dernière question, parce qu'avant la coupure, il y avait une question ici. On va vous apporter un micro, monsieur. Le micro arrive juste à l'instant, il est juste là. Attendez, hop, voilà. Allez-y, Merci. posez votre question. Monsieur le Président, bonjour, Jean-Christophe Russier. Je suis vice-président de la Mêlée numérique en Occitanie. C'est une organisation qui propulse le numérique en Occitanie. Je suis également, je gère une start-up qui redynamise les commerces et qui redonne du pouvoir d'achat. Donc pour le coup, ce sont deux démarches vertueuses en ce moment. Ma question est la suivante. Cette crise a démontré que nous avions un retard important sur le plan de la digitalisation des commerces et des TPE. Cette crise a aussi démontré que le numérique était une véritable solution qui apportait un soutien massif aux Français en période de crise, grâce au click and collect, au marketplace, etc. Ma question est la suivante. N'est-ce pas vraiment le moment, comme le souhaite le Président, de prendre le virage de la Start-up Nation et de se consacrer
massivement, après cette crise, à donner la parole à l'innovation, à donner la parole aux jeunes, puisque les jeunes vont devoir assumer dans les années, dans les décennies qui viennent, les conséquences de cette crise. Pierre Moscovici. Votre question n'en est pas une. En vérité, c'est une affirmation que je partage à 100%. En vous écoutant jusqu'à ce que vous pensiez non, je vous disais que votre démarche est en effet une démarche vertueuse. Vous aurez peut-être noté tout à l'heure que j'avais évoqué vous savez, vous citiez tout à l'heure Karim, où je citais mon propos sur le fait qu'il ne faut pas gaspiller une crise, il faut au contraire en tirer des leçons et puis rebondir plus fort. Le type de notre entretien, c'est est-ce que l'économie française peut rebondir? Moi, j'en suis absolument persuadé. Est-ce qu'elle peut se relever? Oui. Je pense qu'elle peut le faire vite. Je crois qu'elle peut être plus forte. Et je pense qu'un territoire comme le vôtre a pour ça des atouts formidables, à la fois en termes industriels, en termes de ressources naturelles, de tourisme. Je souhaite vraiment que cette activité puisse aussi reprendre très fortement, et de ressources humaines, tout simplement. Et pour ça, il faut en effet que le plan de relance, les plans de relance, le plan de relance européen comme le plan de relance national, ne soient pas des plans de soutien, mais aussi des plans qui préparent l'avenir, qui anticipent. Et je le redis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut penser à cette triple transition. Transition écologique, transition numérique, transition sociale. Nous ne devons pas revenir d'avant avec ces faiblesses. Il faut aller, au contraire, de l'avant. Je suis persuadé que la région Occitanie, avec toutes ses ressources, tous ses talents, et notamment les talents des entreprises, a beaucoup d'atouts pour ça. Et donc je vais être totalement dans votre sens. Et puis, votre dernier message, il est pour la jeunesse. Je pense en effet que c'est les générations futures que nous. C'est avant tout. Et les générations futures, par définition, n'auront pas tout à fait le même type de fonctionnement, le même type de raisonnement, de modalités de pensée que nous avons pu avoir, ni le même type d'activité. Ils seront plus doués peut-être que certains d'entre nous l'ont été, je suis plus âgé que la plupart de ceux qui sont dans la salle, sur les questions que nous évoquons. Il faut leur préparer cet avenir. Encore une fois, investir dans l'avenir, ça passe par le digital, ça passe par l'écologie, ça passe par, en effet, la responsabilité sociale de l'entreprise. Ce sont des modes de management différents, et la manière dont nous avons travaillons pendant cette crise du télétravail, il faudra quand même revenir à du présentiel. Rien ne remplace le changement. Mais il y aura aussi des modifications de l'organisation du travail qui seront durables. Nous le savons. Et donc, tout ça, c'est un mouvement dans lequel on doit s'engager résolument. Et enfin, le dernier mot que vous avez dit, sur lequel je me retiens, bonjour, je reconnais complètement, c'est la question de la formation, qui doit être une priorité. Et la formation, je veux dire qu'on privilégie à la fois. Il y a un ouvrage que j'ai lu récemment d'un journaliste qui s'appelle Goodhart, qui Somewhere and Anywhere, ceux qui sont quelque part, ceux qui sont nulle part, et puis il parle de la tête, de la main et du cœur. Nous avons beaucoup dans notre pays privilégié la tête, c'est-à-dire les personnes très bien formées, qui sortent des écoles d'élite. Je vous parle moi-même de cette nature-là. Mais nous avons trop peu délaissé la main et le cœur, c'est-à-dire des métiers qui font appel davantage aussi au savoir-faire manuel, à l'empathie, à la capacité à vivre ensemble. Et notre système de formation doit aussi privilégier ça. Quand je parle de transformation de l'État, je pense aussi à ça. Vous voyez, il y a 1000 choses pour l'avenir. Donc moi, je veux en effet terminer sur un message optimiste sur la capacité de l'économie française à se relever, optimiste sur la capacité de votre économie régionale en Occitanie, et en particulier dans l'ancienne région, se relever, mais ça suppose aussi qu'on fasse preuve de cette capacité de mobilisation, de créativité, d'innovation, qu'on se projette dans quelque chose de nouveau et que les pouvoirs publics, à leur place, vous accompagnent. En effet, les plans de relance qui sont européens, nationaux, ne doivent pas être des plans d'accompagnement, mais des plans d'anticipation, des plans qui vont de l'avant. Mais il ne faut pas non plus attendre de l'État qu'il fasse les choses à votre place. Comme disait John Kennedy, se demander ce qu'on peut faire
pour l'État, ce qu'on peut faire pour la société. Les chefs d'entreprise, je le sais vraiment, il faut qu'on sorte aussi de cette relation un petit peu en chien de faïence entre l'entreprise et l'État, que l'État justement soit un État ouvert au dialogue avec les autres. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne, à la place qui est la mienne, aujourd'hui président d'un grand corps de contrôle, un grand corps de l'État tout court, j'ai bien l'intention de ne pas rester ici enfermé dans ce bureau. J'en suis sorti pour venir virtuellement avec vous, j'attends avec impatience pour venir faire physique. Merci beaucoup Pierre Moscovici, merci de nous avoir accordé du temps et merci de vos réponses sur les sujets que nous avons évoqués pendant toute cette heure. Je voudrais vous dire que le mois prochain, nous parlerons d'ailleurs d'un des sujets évoqués, c'est la digitalisation des entreprises comme stratégie du développement. Je voulais remercier l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble des invités qui étaient présents ce matin au siège de Midi Libre et puis vous remercier Pierre Moscovici parce qu'en effet, il y a quelques semaines, nous avions évoqué votre visite possible à Montpellier. J'entends bien l'invitation et je prends le point, comme on dit. Dès lors que vous serez des nôtres à Montpellier, vous serez évidemment accueillis avec grand plaisir au siège de Midi Libre. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Bon courage pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.